la Terre se précipite vers Jupiter depuis 242 jours. L'impact est désormais imminent. Nous sommes maintenant si près de la planète géante que c'est la seule chose qui remplit notre ciel. La température du sol sur Terre augmente de façon incontrôlable. Notre atmosphère s'enflamme. Et la communauté scientifique s'efforce de fournir des réponses. Que se passera-t-il lorsque les deux planètes entreront en collision? Y a-t-il une chance que nous puissions traverser la planète gazeuse? Comment cette collision transformerait-elle Jupiter pour toujours? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter engloutissait la Terre. Les scientifiques pourraient notamment trouver des réponses en se penchant sur le passé, car ce ne serait pas la première fois que Jupiter entre en collision avec une autre planète. Il y a près de 4,5 milliards d'années, Jupiter a été impliqué dans une violente collision avec une planète 10 fois plus grosse que la Terre. Dans ce cas, la collision a complètement transformé le noyau de Jupiter. Mais qu'est-il arrivé à l'autre planète? Et qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur les chances de survie de notre propre planète lors d'une collision avec la géante gazeuse? Pour obtenir des réponses, remontons jusqu'il y a 4,5 milliards d'années, lorsque Jupiter n'était qu'une jeune planète essayant de trouver sa place dans l'univers. À l'époque, l'attraction gravitationnelle de Jupiter est devenue 30 fois plus puissante en une fraction de millions d'années seulement. Cela a déstabilisé les orbites des planètes naissantes proches et a provoqué l'écrasement de certaines d'entre elles sur Jupiter. On pense que l'une de ces planètes avait une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre et qu'il s'agissait principalement d'un noyau de glace de silicate. Cette planète a frappé Jupiter avec une vitesse d'impact de 46 km par seconde. Jupiter n'a perdu qu'une petite quantité de masse lors de la collision, mais son noyau d'origine a été complètement modifié. Avant l'impact, Jupiter avait un noyau central dense composé d'éléments lourds, et le reste de la planète était constitué d'hydrogène et d'hélium. Après l'impact, le noyau de glace de silicate de la planète naissante a fusionné avec celui de Jupiter, entraînant la dilution du noyau de Jupiter. Les éléments lourds se sont répandus et se sont mélangés aux couches extérieures de Jupiter. Si cette collision a été un moment déterminant pour Jupiter, elle a marqué la fin du voyage pour l'autre planète. Quelles sont donc les chances que le sort de la Terre soit différent? Eh bien, nous allons le découvrir. La Terre tourne autour du Soleil à une vitesse moyenne de 29,78 km par seconde. À cette vitesse, si la Terre quittait simplement son orbite autour du Soleil et se dirigeait directement vers Jupiter, il lui faudrait environ 242 jours pour y parvenir. Tout au long de notre voyage, Jupiter brillerait comme une étoile, grandissant jour après jour, heure après heure. Au 6e jour, Jupiter apparaîtra aussi brillante que notre Lune. Bientôt, nous commencerions à remarquer que la lumière du jour diminue. Nous n'aurons plus qu'environ 50% de notre lumière solaire normale lorsque nous atteindrons l'orbite de Mars. Heureusement pour nous, l'atmosphère terrestre agirait comme un tampon, de sorte que nous ne connaîtrions pas le froid tout de suite. Mais cela ne durera qu'un certain temps. Il faudra donc investir dans des équipements d'hiver très résistants. Pour mettre les choses en perspective, la température à la surface de Mars est de moins 63 degrés Celsius. C'est donc en gros ce qui nous arriverait. Une fois que nous aurons franchi l'orbite de Mars, nous passerons dans la ceinture d'astéroïdes. Nous verrons de belles pluies de météorites illuminer le ciel. Mais nous risquons aussi de heurter certains météores. Alors, continuons à avancer. Après 242 jours de voyage à travers notre système solaire, nous atteindrions enfin notre destination, Jupiter. Au fur et à mesure que la Terre est attirée vers Jupiter, la vitesse de notre planète pourrait augmenter jusqu'à atteindre 60 km par seconde. C'est 250 fois plus rapide qu'un avion en vol. Il faudra donc s'accrocher fermement.
Oh, et vous ai-je dit que Jupiter a 79 lunes confirmées en permanence en orbite autour d'elle? Il y a donc un risque sérieux d'entrer en collision avec l'une d'entre elles à mesure que la Terre se rapproche. Et si nous parvenons à éviter toutes ces lunes, les choses ne feront qu'empirer. Lorsque nous nous écraserons sur Jupiter, les atmosphères des deux planètes seront comprimées, ce qui augmentera rapidement la température et mettra essentiellement le feu à l'air. Mais au moins, nous n'aurions pas à nous inquiéter d'une collision avec le noyau de Jupiter, car nous n'y arriverons jamais. Notre planète est trop petite et se consumerait dans l'atmosphère avant que cela arrive. Cela aurait un impact énorme sur Jupiter, car les restes de la Terre se mélangeraient complètement dans son atmosphère. Donc, si vous remarquez que notre planète dévie de sa trajectoire et se dirige vers Jupiter, il vaudrait mieux s'échapper en route. Un phénomène incroyablement étrange est en train de se produire. Une mystérieuse perturbation gravitationnelle bouleverse notre système solaire. Jupiter se dirige désormais à grande vitesse vers le Soleil. Que se passerait-il si une géante gazeuse entrait en collision avec une étoile encore plus massive? Comment Jupiter parviendra-t-elle au centre de notre système solaire? Le Soleil deviendra-t-il encore plus grand et plus puissant? Et en quoi cela pourrait-il être une situation potentiellement mortelle pour nous, ici sur Terre? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le Soleil avalait Jupiter. Bon, avant d'assister à la plus grande collision de l'histoire de notre système solaire, il serait intéressant d'explorer des scénarios possibles qui pourraient mener à cet événement. Pour que Jupiter s'écrase sur le Soleil, il faudrait que quelque chose de vraiment extraordinaire se produise. Son orbite devrait être radicalement modifiée par une perturbation gravitationnelle. Et pas n'importe laquelle. Une perturbation énorme. Les coupables les plus probables seraient une étoile errante ou un trou noir passant dangereusement près de notre système solaire. Et ces objets devraient être vraiment gigantesques. Au moins 2 fois plus massifs que notre Soleil. En dérivant dans l'espace interstellaire, ces objets finiraient par interagir avec le champ gravitationnel de Jupiter. Avec une masse environ 318 fois supérieure à celle de la Terre, Jupiter possède un champ gravitationnel étendu. Si cette étoile errante ou ce trou noir exerçait une attraction ou transférait une grande quantité d'énergie cinétique à Jupiter, son orbite deviendrait de plus en plus excentrique. Mais il y a un gros hic ici. D'une manière ou d'une autre, ces gigantesques objets voyous devraient passer à un moment précis où ils n'affecteraient que Jupiter. Sinon, ce ne serait pas la seule planète de notre voisinage à sortir de son orbite et à se diriger vers une mort thermique imminente. Après des milliards d'années en orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 778 millions de kilomètres, Jupiter commencerait son plongeon mortel vers notre étoile. Mais cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Cela pourrait prendre des années, des décennies, voire même des siècles. La géante gazeuse devrait parcourir cette distance immense en accélérant de plus en plus sous l'immense attraction de la gravité du Soleil. Ce phénomène, connu sous le nom de désintégration orbitale en spirale, ferait que Jupiter orbiterait en spirale de plus en plus serrée jusqu'à atteindre l'anéantissement. La phase suivante de cette destruction planétaire se produirait lorsque Jupiter serait suffisamment proche pour être déchiré. C'est ce qu'on appelle la limite de Roche. Et pour un corps aussi grand que Jupiter, cela se produirait à environ 900 000 km du Soleil. À une distance aussi proche, la planète serait probablement verrouillée par les marées, tout comme Mercure. Cela signifie qu'elle effectuerait une rotation complète sur son axe pour chaque révolution complète autour du Soleil. Mais pour que cela se produise avant que Jupiter ne commence à se désintégrer, sa vitesse de rotation devrait également subir des changements importants. Actuellement, Jupiter effectue une rotation complète toutes les 10 heures.
Mais pour être vraiment verrouillé par la marée à cette distance, sa vitesse de rotation devrait plus que doubler. Si cela devait se produire, une seule face de Jupiter serait constamment face au Soleil, et chacun des deux côtés subirait des forces gravitationnelles très différentes. Le côté jour ou le côté proche s'étirant de plus en plus. Jupiter ne ressemblerait plus à une gigantesque sphère gazeuse, mais serait plutôt oblongue et elliptique. On pourrait presque imaginer Jupiter traversant un processus similaire à la spaghettification, comme lorsqu'un objet traverse l'horizon des événements d'un trou noir, bien que de manière moins extrême. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas la fin des temps pour notre plus grand voisin. Son atmosphère serait arrachée, formant un anneau incandescent de poussière et de gaz autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et c'est là que le plongeon existentiel de Jupiter deviendrait vraiment intéressant. La planète et le Soleil sont principalement constitués d'hydrogène et d'hélium. Ainsi, au fur et à mesure que Jupiter est absorbé, le Soleil deviendrait-il plus grand et plus puissant? Étant donné que notre planète se réchauffe déjà à un rythme dangereux, cela pourrait tirer la sonnette d'alarme. Mais ne vous inquiétez pas trop. Cette collision n'est pas sur le point de changer grand-chose en termes de production d'énergie du Soleil. Aussi grande que soit Jupiter, elle ne représente qu'environ 0,1% de la masse du Soleil. L'impact ne serait donc pas extrêmement notable. Pendant une courte période, le Soleil pourrait briller un peu plus fort en convertissant toute l'énergie de Jupiter. Ce serait le premier effet que tout ce scénario aurait ici sur Terre. Vous auriez droit à un peu plus de soleil pendant la journée et le ciel nocturne serait un peu plus lumineux lorsque vous regarderiez les derniers jours de Jupiter avant qu'elle ne disparaisse dans le Soleil. L'effet le plus important viendrait du gigantesque vide gravitationnel laissé par Jupiter dans notre système solaire. Pendant des milliards d'années, Jupiter a agi comme un aspirateur cosmique, attirant des comètes et des astéroïdes de toutes formes et tailles. Sans sa présence, la Terre se retrouverait exposée à de nouveaux dangers. Les risques d'impact de gros objets, appelés tueurs de planètes, augmenteraient considérablement. Et ce serait l'un des plus grands risques existentiels pour toutes les formes de vie sur notre planète. Le noyau du Soleil est en train de se rétrécir. Mais à mesure que son noyau se rétrécit, le Soleil devient plus grand. Et il continuera à croître jusqu'à ce qu'un jour, il engloutisse la Terre. Combien de temps pourrez-vous survivre? Qu'arrivera-t-il aux océans? Les autres planètes seront-elles affectées? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le Soleil avalait la Terre. Tous les 1 milliard d'années, le Soleil devient 10% plus chaud. Mais ici, sur et si, nous allons résumer l'action de ces milliards d'années en un mois. Préparez-vous, car cette fois, nous allons aller très vite. Au lieu d'1 milliard d'années, il ne faudra que 4 jours pour que le Soleil devienne 10% plus chaud. Cela signifie que vous verrez la Terre engloutie par le Soleil en seulement un mois. Enfin, si vous êtes encore là pour assister à l'événement final. Le premier jour, vous seriez parfaitement inconscient de la tragédie qui va bientôt frapper la Terre. Il fait peut-être un peu plus chaud, mais c'est juste la météo. Cela arrive. Mais au 4e jour, les agences spatiales du monde entier tireront la sonnette d'alarme. À ce moment-là, le Soleil serait 10% plus brillant et plus chaud. Et bien que 10% ne semble pas être beaucoup, ce sera le début de la fin pour nous tous. À mesure que le Soleil se réchauffe, de plus en plus d'eau de la surface de la Terre s'évapore dans l'atmosphère. Cela augmentera l'effet de serre, ce qui fera monter très vite les températures mondiales. Tout d'un coup, le climat deviendra très humide et très chaud. La lumière à haute énergie du Soleil va bombarder l'atmosphère,
en divisant les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. La Terre va commencer à perdre son eau. Et vous ne serez pas en mesure d'échapper aux radiations mortelles à la surface de la Terre. Si vous voulez survivre, vous devrez aller profondément dans le sol. Mais même sous une couche protectrice du sol de la Terre, vous ne serez pas en sécurité pour longtemps. Au 16e jour, le Soleil sera presque 40% plus lumineux. Les océans de notre planète seront en ébullition et il n'y aura plus d'humidité dans l'atmosphère. La belle et généreuse terre sur laquelle vous avez grandi deviendra une roche chaude, sèche et stérile. Aux alentours du 20e jour, le Soleil sera à court d'hydrogène. Donc, à la place, il commencera à brûler de l'hélium dans son noyau. Le Soleil est désormais une étoile géante rouge et se dilate rapidement tout en perdant sa masse. L'attraction gravitationnelle du Soleil sur la Terre sera réduite et notre planète commencerait à s'éloigner du Soleil en expansion. Mais pas assez loin. Selon les chercheurs Klaus-Peter Schroeder et Robert C. Smith, la Terre ne se sera déplacée que d'environ 0,002 unités astronomiques. Une unité astronomique correspond à la distance entre la Terre et le Soleil. Pendant que la Terre s'éloigne du Soleil qui l'envahit, le rayon de la géante rouge passera à 1,2 UA. Le Soleil sera plus grand que l'orbite de la Terre. Il avalera entièrement la planète. Une fois à l'intérieur de l'atmosphère du Soleil, la Terre entrerait en collision avec les particules de gaz et se lancerait dans une spirale vers l'intérieur. Et la Terre ne serait pas la seule victime de l'expansion du Soleil. Mercure et Vénus seront vaporisés. Les anneaux de Saturne fondront. Pluton serait beaucoup plus chaude. Et s'il existe une surface liquide et une atmosphère épaisse sur cette planète naine lointaine, elle pourrait même devenir habitable. Malheureusement, 30 jours ne laissent pas assez de temps à la race humaine pour se préparer à un événement aussi catastrophique. Ces boules représentent l'un des phénomènes les plus étranges qui se produisent actuellement dans notre univers. Chaque boule symbolise l'une des 100 000 galaxies, dont la nôtre, qui sont actuellement attirées vers un point mystérieux de notre univers, appelé le Grand Attracteur. Nous ne pouvons pas voir ce qui nous attire exactement vers lui. Mais la seule force capable de le faire, c'est la gravité. Donc, quoi qu'il y ait là-bas, il s'agit de quelque chose de massif et continu. À quelle distance de nous se trouve le Grand Attracteur ? Quel mécanisme attire notre galaxie là-bas ? Et pourrons-nous un jour apercevoir la source de son pouvoir ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le Grand Attracteur avalait notre galaxie. Revenons à nos boules, grâce auxquelles vous pouvez voir que si vous avez 100 000 galaxies qui se déplacent toutes vers la même destination, il y a de fortes chances que certaines d'entre elles, sinon la plupart, entrent en collision les unes avec les autres. Et si vous avez regardé nos vidéos, vous savez probablement que presque toutes ces galaxies ont un trou noir en leur centre. Alors, à quoi peut-on s'attendre lorsque près de 100 000 trous noirs fusionnent les uns avec les autres ? Mais faisons un pas en arrière. Apprenons d'abord à connaître ces 100 000 galaxies. Notre galaxie, la Voie lactée, appartient à un groupe de quelques dizaines de galaxies, appelé le groupe local. Cool. Tout comme la gravité du Soleil attire la Terre vers lui, notre galaxie est attirée par les autres galaxies de notre groupe local. Il fait partie d'un ensemble de galaxies encore plus grand, appelé superamas de la Vierge. Et ce superamas fait partie d'un superamas encore plus grand, appelé l'Aniakea. La seule chose que tous ces amas ont en commun, c'est qu'ils sont tous attirés vers un point précis situé à 220 millions d'années-lumière, appelé le Grand Attracteur. Sa grande distance associée à tout le gaz et la poussière qui l'entourent l'a rendu pratiquement invisible depuis sa découverte jusqu'à aujourd'hui.
Grâce aux astronomes spécialistes des rayons X et de la radio, nous pouvons maintenant voir derrière ce nuage de gaz et de poussière. Et nous savons maintenant que le grand attracteur n'est en fait qu'un autre superamas, baptisé Norma. Norma a la masse d'environ 1000 trillions de soleils, ce qui pourrait expliquer pourquoi il est si attirant pour ces 100 000 galaxies. Donc, maintenant nous savons où notre galaxie se dirige et pourquoi nous nous y dirigeons. Mais du coup, que pourrait-il se passer en chemin ? Tout d'abord, nous pourrions entrer en collision avec une autre des 100 000 galaxies qui se dirigent vers nous. La plus probable étant notre plus proche voisine, Andromède. Si ces deux galaxies spirales entraient en collision, elles fusionneraient en une nouvelle galaxie elliptique. Pendant la collision, de vastes nuages d'hydrogène seraient comprimés et créeraient rapidement de nouvelles étoiles. Il en résulterait un vieillissement prématuré de la nouvelle galaxie, qui épuiserait son carburant. Ce qui n'a pas l'air trop grave pour le moment, le deviendrait lorsque les trous noirs au centre de ces galaxies entreraient en collision. En fusionnant, ces derniers libéreraient en quelques secondes une énergie équivalente à 3 fois la masse de notre Soleil. Soit un choc assez puissant pour créer une perturbation dans le continuum espace-temps. Et il ne s'agit là que de 2 trous noirs entrant en collision. Si tous les trous noirs des 100 000 galaxies qui dérivent vers le grand attracteur fusionnaient ensemble, cela libérerait plus d'énergie que nous ne pouvons l'imaginer. Mais heureusement, nous n'aurons pas à nous inquiéter de cela, car ces galaxies n'arriveront probablement jamais au même endroit et n'entreront jamais en collision. En effet, le grand attracteur est en fait lui-même attiré plus profondément dans l'espace par d'autres amas massifs. Et nos fameuses 100 000 galaxies s'éloignent elles aussi constamment les unes des autres. Car oui, l'univers est en constante expansion. Et cette expansion sera plus forte que la force du grand attracteur. Ce qui finira par arriver, c'est que l'Aniakea elle-même se séparera, et toutes les galaxies de ce superamas commenceront à s'éloigner encore plus les unes des autres. Il n'y a donc pas de grande collision ni d'événements destructeurs pour l'humanité à la fin de cet épisode. Juste un groupe de galaxies qui dérive dans les abysses. Un trou noir pourrait-il un jour tous nous dévorer ? Il y en a des millions qui n'attendent que ça. Et si on créait accidentellement un trou noir ? Eh bien, vous feriez mieux de vous accrocher. Ça commencerait vraiment à craindre. Que verrions-nous si nous étions aspirés dans un trou noir ? La Terre pourrait-elle tourner autour du Soleil et d'un trou noir ? Pourrions-nous survivre à la spaghettification ? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si la Terre était aspirée par un trou noir. À seulement 3000 années-lumière de la Terre se trouve un trou noir visible à l'œil nu. Heureusement, nous sommes à bonne distance de cet objet stellaire et de bien d'autres comme lui. À notre connaissance, il y en a environ 100 millions dans notre galaxie. Ils sont les vestiges de supernovas qui se produisent lorsque des étoiles 10 à 20 fois plus grosses que notre Soleil s'effondrent sur elles-mêmes. Les trous noirs stellaires sont assez courants et mesurent environ 16 km de diamètre. Et puis, il y a la concurrence, beaucoup plus grande. Les trous noirs supermassifs. Ceux-ci ont un diamètre à peu près égal à la taille de notre système solaire et une masse supérieure à 1 million de soleils réunis. L'un d'entre eux, connu sous le nom de Sagittarius A, se trouve en plein milieu de notre galaxie. À quelle distance un trou noir doit-il se trouver pour représenter un danger pour nous ? Techniquement, un trou noir de la taille d'une épingle de 1 mm pourrait nous détruire s'il était assez proche de la Terre, en raison de sa masse incroyablement dense et de son attraction gravitationnelle extrême. Notre survie dépend entièrement du fait que nous ayons dépassé ou non l'horizon des événements. On peut considérer cela comme le point de non-retour du trou noir. Tout ce qui dépasse ce point doit voyager plus vite que la lumière pour s'échapper. Du coup, bon courage. Si la Terre s'approchait suffisamment, le côté le plus proche du trou noir
commencerait à s'étirer vers lui. Notre atmosphère commencerait à être aspirée. Et puis, d'énormes morceaux de la Terre se déchireraient et suivraient le mouvement. Si la Terre réussissait à tomber dans l'orbite du trou noir, nous subirions un réchauffement par effet de marée. La forte attraction gravitationnelle inégale sur la Terre déformerait continuellement la planète. Cela générerait une énorme quantité de friction interne, chauffant le noyau de la Terre à des niveaux désastreux. Cela donnerait lieu à des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis mortels. Le tiercé gagnant de l'apocalypse. Finalement, la Terre commencerait à s'étirer dans un processus connu sous le nom de spaghettification. Et non, ça ne ressemble pas à une bonne bolognaise. Disons que vous êtes un super-héros et que vous décidez de combattre le trou noir la tête la première. Eh bien, vos bras seraient plus proches que vos pieds, ce qui ferait que votre corps s'étirerait verticalement et serait de plus en plus comprimé. Espérons que votre super-pouvoir ait l'élasticité. Pour un trou noir stellaire de taille moyenne, la spaghettification peut se produire à plusieurs centaines de kilomètres de l'horizon des événements. Mais pour un trou noir supermassif, les physiciens pensent que cela se produirait à l'intérieur de l'horizon des événements en raison de sa taille. Au final, quelle que soit sa taille, tout ce qui entre dans un trou noir serait déchiré en une chaîne d'atomes individuels. Cela arriverait à tout ce qui le traverse. Personnes, planètes, étoiles, tout ce que vous voulez. Malheureusement, notre système solaire tout entier serait condamné. L'équilibre délicat du Soleil et de nos nombreuses planètes s'effondrerait, ce qui pourrait les envoyer s'écraser les unes contre les autres. Et pour couronner le tout, notre ceinture d'astéroïdes serait aspirée vers nous. Environ 200 des 552 894 astéroïdes que nous connaissons font plus de 100 km de diamètre. Donc, si l'un d'entre nous frappait, nous serions morts avant de nous transformer en spaghettis. Franchement, on hésite sur quel destin serait le pire. Toute la matière de notre système solaire rejoindrait le disque d'accrétion autour du trou noir. Quand la matière est aspirée dans le trou noir, elle génère des quantités massives de radiation. Donc, même si nous survivions à tous les astéroïdes, nous mourrions probablement à cause des radiations. Croyez-le ou non, les astronomes ont découvert de rares planètes circumbinaires qui orbitent autour de deux étoiles. Bien que cela puisse être une possibilité avec un trou noir et notre Soleil, les forces de marée extrêmes rendraient très probablement notre planète inhabitable. Et pire encore, nous pourrions être éjectés de notre orbite ou avalés par le Soleil, voire le trou noir lui-même. C'est bien ce que vous pensez. Il n'y a aucune échappatoire possible. Mais, et c'est un gros mais, peut-être pourrions-nous trouver un moyen de nous protéger dans une navette spatiale hyper renforcée. Si nous parvenons à fuir l'horizon des événements, nous pourrions vivre des moments encore plus étranges. La physique telle que nous la connaissons changerait. Des choses comme la gravité, la vitesse de la lumière et même la façon dont les atomes se lient et réagissent pourraient être complètement différentes. Vous commencez votre journée en entendant des nouvelles folles. Jupiter vient d'avaler Saturne. Et ça ne s'arrête pas là. Jupiter est sur le point d'avaler toutes les planètes du système solaire. Quelle taille ferait Jupiter? Que verriez-vous depuis la Terre? Est-ce que Jupiter aurait des anneaux comme Saturne? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter avalait toutes les planètes du système solaire. Jupiter a déjà avalé une planète auparavant. Il y a environ 4,5 milliards d'années, une protoplanète a percuté la jeune Jupiter. La protoplanète avait une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre et était composée de matériaux rocheux et glacés. Le noyau de Jupiter s'est brisé et des matériaux plus denses se sont mélangés à l'hydrogène et à l'hélium. Quelques milliards d'années plus tard, la matière lourde s'est remise en place pour former le noyau dense que nous voyons aujourd'hui. Avaler une seule planète est une chose, mais Jupiter pourrait-elle les avaler toutes les 7?
Dans ce scénario, vous allez voir les planètes se faire avaler de la plus grande à la plus petite. Mais nous gardons la Terre pour la fin. La première victime de Jupiter serait Saturne. Depuis la Terre, vous pourriez voir ces géantes gazeuses comme deux étoiles brillantes. Et si vous levez les yeux vers le ciel nocturne pendant que Jupiter avale Saturne, tout ce que vous verrez, c'est Jupiter devenir super brillante. Mais si vous étiez plus proche de l'action, vous verriez le chaos complet. Jupiter est seulement 3 fois plus lourde que Saturne, donc elle avalerait une planète qui est presque de sa taille. D'abord, leurs lunes entreraient en collision, créant des quantités massives de débris. Des restes de lune tomberaient en pluie sur Jupiter, et certains des débris flotteraient dans l'espace. Pendant que Jupiter s'écraserait sur Saturne, la température à la surface de Jupiter deviendrait plus chaude que la couche externe du Soleil. Ce qui resterait de Saturne se mélangerait à l'atmosphère de Jupiter. Elle ne ferait plus qu'un. Avaler Saturne augmenterait la masse et la gravité de Jupiter de 30%. Jupiter aborderait aussi de nouveaux anneaux saillants provenant des lunes brisées. Ensuite, elle envelopperait les deux géantes de glace, Uranus et Neptune. Les 27 lunes d'Uranus entreraient en collision avec les anneaux de Jupiter, s'ajoutant aux débris flottants. Uranus a un noyau glacé fait d'eau, de méthane et d'ammoniac. Mais le noyau interne de Neptune est rocheux. Quoi qu'il en soit, les deux noyaux fondraient lorsque les planètes s'écraseraient sur Jupiter. À présent, Jupiter serait presque 40% plus lourde et elle se dirigerait vers ses premières collations planétaires rocheuses. Les planètes rocheuses, Vénus et Mars, n'atteindraient même pas le noyau de Jupiter. Elles brûleraient dans l'atmosphère de Jupiter comme si elles étaient de simples astéroïdes. Puis, nous verrions notre dernier voisin planétaire disparaître à l'intérieur de ce Jupiter gonflé. Mercure est encore plus petite que la plus grande lune de Jupiter, Ganymède. Elle serait donc déchirée par les anneaux de Jupiter, s'ajoutant aux débris. Maintenant, il ne resterait que la Terre et Jupiter. Et la Terre aurait de gros problèmes. Mais comment Jupiter s'y prendrait-elle pour avaler notre planète ? Même dans son état normal, sans avaler 6 planètes, la force gravitationnelle de Jupiter affecte la Terre. Tous les 405 000 ans, l'attraction de Jupiter et Vénus fait vaciller l'orbite de la Terre. Cela provoque des étés plus chauds, des hivers plus froids et plus de précipitations dans les tropiques. Et maintenant, l'attraction gravitationnelle de Jupiter serait plus forte de 40%. Mais l'attraction de Jupiter ne serait toujours pas suffisante pour la force gravitationnelle du Soleil. Donc, Jupiter devrait venir pour la Terre, tout comme elle a avalé les autres planètes de notre système solaire. Jupiter n'a pas une surface dure comme les planètes rocheuses. On pourrait dire que Jupiter est une grosse boule dense de gaz. Sa surface est définie comme le point où sa pression atmosphérique est égale à celle de la Terre. Donc, la Terre pourrait-elle simplement passer à travers ? Non. Tout comme le reste des planètes, la Terre, et toute vie à sa surface, serait grillée. D'abord, nous serions bombardés par des astéroïdes en passant à travers les anneaux de Jupiter. Je doute que quiconque puisse survivre à ça. Mais s'ils y survivaient, ils verraient la Terre s'enflammer en entrant dans l'atmosphère de Jupiter. Jupiter est si massive que même si elle devait avaler ses 7 planètes voisines, elle ne doublerait même pas sa taille. Maintenant, que se passerait-il si Jupiter continuait à grandir ? Eh bien, même si Jupiter augmentait sa masse de 400%, elle resterait à peu près de la même taille. Mais la masse supplémentaire rendrait Jupiter si dense qu'elle commencerait à se replier sur elle-même. Elle deviendrait plus petite au lieu d'être plus grande. Et si Jupiter augmentait sa masse de 70 000%, elle pourrait déclencher une réaction de fusion et s'allumer comme une étoile. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait d'avoir non pas une, mais 2 étoiles dans le système solaire ?
Ils sont massifs, extrêmement denses, et dévorent tout ce qui s'approche d'eux. On ne peut pas voir les trous noirs, mais nous savons qu'ils ont le pouvoir destructeur de tout avaler sur leur passage. Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si un trou noir supprimait l'univers. Avant d'en arriver à la partie où un trou noir efface l'univers, mettons les choses au clair. L'univers est un superordinateur qui traite des informations. Sans information, il ne peut y avoir d'univers. Mais qu'est-ce que l'information? En physique, l'information est la propriété d'un état spécifique d'une particule. Sa masse, sa rotation, sa température, sa place dans le système. Cela semble déroutant, c'est normal. Mais voici une façon plus simple de voir les choses. Ceci est un atome de carbone. On peut en disposer un tas pour en faire un diamant pur. Mais si vous changez l'arrangement des atomes, vous pouvez obtenir également du graphite souple. Les éléments de base sont les mêmes. Ce sont les informations qui les rendent différents. En mécanique quantique, l'information c'est comme l'énergie. Elle ne peut pas disparaître dans le néant. Alors, comment dans l'univers, un trou noir peut-il faire l'impossible? C'est le paradoxe de l'information. Les trous noirs agissent comme de monstrueux compacteurs d'ordures cosmiques. Ils compriment les étoiles, les planètes et les malheureux astronautes qui se seraient approchés trop près du vortex. Qu'arrive-t-il aux informations sur chaque particule qu'un trou noir consomme? Comme les informations ne peuvent jamais être détruites, elles devraient bien être stockées quelque part à l'intérieur de ce trou noir, non? Notre compréhension initiale des trous noirs supposait que tout ce qui disparaissait dans le trou noir restait dans le trou noir. Dès qu'un objet passe le vortex, il serait donc écrasé dans la densité de ce dernier. Les informations le concernant ne pourraient alors plus jamais être retrouvées. C'est ce que nous pensions avant que Stephen Hawking n'introduise le rayonnement de Hawking. Hawking a réalisé que les trous noirs ne sont pas statiques. Au contraire, ils libèrent leur masse et leur énergie dans l'univers, particule par particule, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Cela signifie-t-il que les informations contenues dans un trou noir peuvent d'une manière ou d'une autre s'échapper à travers les radiations qui en sortent? Pas tout à fait. Le trou noir ne préserve pas les informations qu'il consomme. Il les mélange de manière chaotique avec d'autres informations, ce qui les rend impossibles à récupérer. L'information est donc perdue à jamais. Si l'information peut être perdue, cela signifie que les trous noirs peuvent éventuellement effacer l'univers. Pour toujours. Mais il est possible que le trou noir ne supprime pas l'information. Il pourrait la cacher dans un bébé univers, une petite partie autonome de l'univers qui a dérivé d'une autre. Techniquement, l'information ne serait pas perdue, mais nous ne pourrions pas pour autant interagir avec elle. Une autre possibilité est que les trous noirs puissent encoder l'information, selon le principe holographique. Si vous étiez piégé dans un trou noir, vous connaîtriez l'espace tridimensionnel. Et oui, pour nous, qui vous regardons de l'extérieur, vous auriez l'air étiré sur une surface plane, tout comme un hologramme. Cela signifierait que le paradoxe de l'information serait résolu et que nous n'aurions pas besoin de réécrire les lois de la physique. Mais il faudrait repenser notre compréhension de la réalité. L'univers pourrait être en fait une image en 3D projetée sur une surface en 2D. Et vous pourriez être un hologramme sur la surface d'un trou noir. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le trou noir ne pourrait finalement pas avaler l'univers. Mais au fait, comment pourrions-nous vivre dans un hologramme? Cela fait 30 jours qu'Uranus nous est apparu dans le ciel. Au début, il semblait que notre Lune s'était trouvé un partenaire stellaire. Mais ensuite, nous avons compris que quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand se dirigeait vers nous. Mais qu'est-ce qui a pu rendre Uranus si instable? Cette géante de glace serait-elle sur le point de nous rentrer dedans? Et qu'est-ce qui pue comme ça? Purk. Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si Uranus entrait en collision avec la Terre. Revenons 30 jours en arrière, quand tout était encore normal. Uranus vivait une vie tranquille à la périphérie de notre système solaire, à environ 3 milliards de kilomètres de nous. Et puis soudain,
elle a commencé à se rapprocher. Les astronomes ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme. D'après leurs calculs, il faudrait 13 ans à Uranus pour atteindre le point de collision. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins nous aurions une petite chance d'évacuer la Terre. Mais cette géante bleue givrée a en réalité d'autres plans en tête. Ce n'est pas un phénomène spatial commun. Les planètes ne quittent pas leur orbite sans raison. Mais d'une manière ou d'une autre, Uranus l'a fait. La voilà qu'elle se déplace à toute allure à travers le système solaire, atteignant une vitesse d'environ 1000 km par seconde. Une vitesse inattendue qui ne nous laisserait que 30 jours avant la collision. Uranus brillerait comme une étoile bleue dans le ciel, et chaque jour, elle apparaît plus grande et plus brillante. Notre ciel serait magnifique, non seulement grâce à cette géante de glace qui brille sur nous, mais aussi grâce à de nombreuses étoiles filantes. Au détail près que ce ne sont pas du tout des étoiles. Pour atteindre l'orbite de la Terre, Uranus devrait passer une ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Cela perturberait les orbites stables de nombreux astéroïdes et en projetterait certains vers nous. Ces astéroïdes peuvent atteindre 240 km de diamètre. Quelque chose de bien plus grand que celui qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre, il y a environ 65 millions d'années. Nous n'aurions nulle part où aller. Nous resterions là, à regarder la fin des temps se dérouler devant nos yeux. Autant profiter de la vue, du coup. Au moment où les premiers astéroïdes apparaîtraient sous forme d'étoiles filantes, Uranus aurait à peu près la même taille que la Lune, mais elle grandirait rapidement en se rapprochant de plus en plus. Pendant que vous seriez ici à attendre la fin de l'humanité, Uranus commencerait à sérieusement tout secouer. Parce qu'Uranus est environ 15 fois plus massif que la Terre, son attraction gravitationnelle commencerait à perturber massivement notre planète. Les volcans commenceraient à entrer en éruption de façon incontrôlée, et d'énormes tremblements de terre surviendraient, faisant imploser la Terre. Et la puanteur serait telle que vous tomberiez dans les pommes. Et oui, Uranus sent le paix. La haute atmosphère de la géante de glace est principalement composée de sulfure d'hydrogène. C'est la même substance qui fait que les œufs pourris puent si fort. Imaginez une planète entière d'œufs pourris engloutissant la Terre. Ouah, rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Ah, au fait, Uranus ne viendrait pas seule. Elle serait accompagnée de ses 27 lunes pour le trajet. Et ces lunes frapperaient la Terre de tous les côtés. Pour finir en beauté, Uranus comprimerait ce qu'il reste de notre atmosphère. Et la montée rapide des températures enflammerait la surface de la Terre. Peu après, notre belle planète bleue tomberait sous l'escarcelle de la géante de glace, et commençant ainsi à tourner autour d'elle pour finalement devenir l'une de ses nombreuses lunes. Néanmoins, Uranus ne s'en tirerait pas si facilement avec ce choc. La dernière fois qu'elle est entrée en collision avec un autre objet planétaire, 2 fois plus gros que la Terre, elle s'est renversée. Oui, Uranus est la seule planète de notre voisinage qui tourne sur le côté. Qui sait, cet impact avec notre planète pourrait l'aider à se remettre droite. Mais pour la Terre telle que nous la connaissons, ce serait fini. Si par miracle la vie émergeait à nouveau sur les restes puants de la Terre, nous verrions le bleu d'Uranus à l'horizon. Ce serait aussi cool que si la Terre était une des lunes de Jupiter. Cet ensemble de galaxies en forme de bretzel, c'est notre univers. Et figurez-vous qu'il est sur le point d'entrer en collision avec un autre univers. C'est peut-être fascinant à regarder, mais nous devrions probablement nous inquiéter de ce qui va se passer quand ils se rentreront dedans. Comment cela bouleverserait-il la physique de notre univers? Aurions-nous une chance de survie? À quoi ressemblerait la collision depuis la Terre? Et est-ce déjà arrivé? Voici « Et si ?» et nous nous demandons ce qui se passerait si notre univers entrait en collision avec un autre univers.
La seule preuve potentielle d'une collision universelle que nous ayons jamais découverte se présente sous la forme d'un point froid dans notre univers. En 2013, le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne a confirmé que cette zone s'étend sur 1,8 milliard d'années-lumière, qu'elle est beaucoup plus froide que le reste de l'espace et qu'il semble y manquer 10 000 galaxies. Au début, les scientifiques ont été déconcertés par son existence. À présent, certains émettent l'hypothèse que cette tache pourrait être une sorte de cicatrice ou d'échymose laissée par la collision avec un autre univers. Mais comment pouvons-nous en être sûrs? Et si c'était le cas, combien de temps avons-nous avant que cela ne se reproduise? Avant d'aller plus loin, permettez-nous de prendre un moment pour revenir sur un point qui pourrait en intriguer plus d'un parmi vous. Habituellement, quand on parle de l'univers, on parle de l'ensemble de l'espace et du temps, en y incluant les planètes, les étoiles, les galaxies et toutes les autres formes de matière et d'énergie. Donc, si l'univers signifie essentiellement tout ce qui existe, alors logiquement, il ne peut y en avoir qu'un seul, n'est-ce pas? Eh bien, pas forcément. Certains scientifiques croient au concept de multivers. Cette théorie affirme que notre univers n'est pas le seul à avoir vu le jour lors du Big Bang. Il existe une infinité d'autres univers et que nous n'avons pas encore trouvé le moyen de les voir ou de les mesurer. Si cette théorie s'avérait exacte, il serait possible que tous ces autres univers aient pu se développer au même rythme, au même moment après le Big Bang. Si c'était le cas, ils auraient pu alors se heurter les uns aux autres au cours de leur expansion. Et cela nous ramène au point froid. Le point froid est une région de notre univers qui est 0,00015 degrés plus froide que partout ailleurs. Cela peut sembler insignifiant, mais du fait que la température du reste de l'univers est-elle constante, les scientifiques commencent à penser qu'il s'agit de quelque chose de plus qu'une simple anomalie. Ils pensent que le point froid pourrait être une cicatrice laissée par une collision entre univers, et que la collision pourrait avoir déplacé un peu d'énergie hors de ce point de notre univers, générant ce refroidissement. Mais à quoi ressemblerait une collision de cette ampleur? On ne peut pas en être sûr, mais il y a des idées plutôt sympas qui circulent. Selon un physicien de l'Université de Californie, si un autre univers venait à s'écraser sur le nôtre, il ressemblerait à un miroir géant dans le ciel se précipitant vers nous, car sa paroi réfléchirait la lumière. Si cet autre univers entrait en collision avec le nôtre, nous pourrions hériter d'un tout nouvel ensemble de lois régissant la physique. La gravité pourrait s'affaiblir, voire disparaître, ce qui aurait pour conséquence qu'un grand nombre de planètes échapperaient à la gravité de leurs étoiles, les envoyant dans l'espace à des vitesses insensées. Sans la gravité, les étoiles cesseraient d'exister et nous serions plongés dans une perpétuelle obscurité. Cela rendrait la vie sur Terre et dans la majeure partie de l'univers presque impossible. Sans étoiles brillantes, nous perdrions tout moyen de nous nourrir et de respirer l'air ambiant, car les plantes ne seraient plus capables de faire de la photosynthèse et ainsi transformer la lumière des étoiles en énergie. Mais aussi mauvais que cela puisse paraître, nous n'avons pas à nous en inquiéter, car les chances que notre univers entre en collision avec un autre sont presque nulles. D'une part, nous ne sommes même pas sûrs qu'il y ait d'autres univers avec lesquels entrer en collision. Et même s'il y en avait, toutes les collisions se seraient produites au moment où ils étaient en expansion, 380 000 ans après le Big Bang. Ce qui signifie qu'il y a peu ou pas de chances que cela se reproduise. Donc, si vous craignez une collision avec quelque chose, vous devriez peut-être choisir quelque chose d'un peu plus réaliste, comme un astéroïde. Mais ça, c'est une histoire pour un autre, et si? La Terre se précipite vers Jupiter depuis 242 jours. L'impact est désormais immédiat.